seconde partie de l'épisode avec Fred Fougera, l'homme de Tenkan Paris que je n'ai même pas besoin de vous présenter. Nous abordons toujours sur le thème du management et de son élégance 4 points qui sont absolument essentiels. En premier lieu, savoir dire non sans passer pour monsieur ou madame relou. En second point, nous abordons la confiance qui est fondamentale pour être un vrai bon dire-comme. Troisième point, et pas des moindres, montrer l'exemple. Et puis enfin, nous parlerons quelque part des valeurs de manager et du goût des autres de Fred. Et je suis intimement convaincu que beaucoup d'entre vous vont s'y reconnaître. Je vous l'avoue, c'est une masterclass. Rien d'étonnant avec Fred, évidemment, mais cette seconde partie d'épisode, qui fait donc toujours référence, comme je le disais, à l'élégance du management, va vous permettre d'appliquer peut-être encore plus concrètement les choses en vous inspirant de Fred. Et quant à moi, qui suis manager depuis 15 ans, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Fred Fougera, l'homme de Tenkan Paris et l'associé des Cogiteurs. Et sincèrement, si un jour vous vous demandez si vous serez un bon manager, écoutez cet épisode ainsi que la première partie. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. L'image employeur, les campagnes de marque employeur, je vais employer le terme pour que tout le monde comprenne bien, même si on est toi et moi d'accord que la marque employeur n'existe pas, n'a jamais existé et que ce n'est qu'une traduction littérale facile qui est née à la fin des années 90 dans une agence dont j'étais le grand frère ou le cousin lorsque j'étais chez Publicis. Bref, no comment. Mais toutes ces campagnes de recrutement, allez, on va dire les choses clairement. Selon toi, elles doivent être pilotées par la com avec les ressources humaines, ou est-ce que ça doit être piloté par les ressources humaines avec la com qui vient donner son avis ou c'est bien, c'est pas bien? Dans la mesure où c'est une action de communication, le seul mot campagne vient l'expliquer, c'est évidemment un travail de la direction de la communication. C'est la direction de la communication qui a autorité pour faire cette campagne dans le cadre de sa vision de la stratégie de communication, dans le cadre de la cohérence de l'image de l'entreprise. Elle le fait pour un client interne, le client interne qui est soit la direction des ressources humaines, soit la direction du recrutement. Mais c'est au service d'une direction interne, donc d'un client interne, que la compétence communication est exercée par qui? Par les communicants, puisque c'est leur métier, et c'est pas le métier d'autres fonctions. Comme on n'imagine pas que d'autres actions au sein de l'entreprise en matière de communication vont être pilotées département par département, sauf à considérer la communication comme un simple service exécutant pour faire des présentations PowerPoint ou colorier quelques images pour faire joli. Mais la communication, elle n'est pas là pour faire joli, justement. Elle est là pour véhiculer de l'intelligence, pour faire passer des messages. Et donc, la communication doit faire son métier, mais elle peut avoir des clients internes qui lui passent des commandes. Et la commande, ce n'est pas de dire je veux une vidéo, je veux un livre ou je veux une publication sur les réseaux sociaux. La commande, c'est j'ai tel message à faire passer, j'ai telle histoire à raconter, j'ai telle cible à toucher. À vous de réfléchir à la meilleure façon de faire passer ces messages à ces cibles pour obtenir l'impact voulu. Tu vas conseiller tout simplement tes clients internes, que ce soit la direction des ressources humaines ou une autre. Exactement. Enfin, je vais conseiller et je vais faire. En général, ces campagnes-là étaient toujours beaucoup plus belles lorsqu'elles étaient pilotées par la communication. C'était des vraies campagnes de com, plutôt que des choses qui ressemblaient à des grosses annonces de recrutement à l'époque ou des annonces « rejoignez-nous ». J'ai un exemple de travail, c'est une illustration, au moins ça donne une image de communication faite par les ressources humaines. Quand je suis arrivé à nouveau au sein du groupe Elior, donc c'est ancien, ça met pas du tout en cause les ressources humaines et le groupe Elior aujourd'hui, pas du tout. La direction des ressources humaines vient me voir en me disant il faut faire des vidéos. Et donc encore une fois, une façon d'aborder le sujet par l'outil et non pas par le contenu. Donc je leur demande de quoi avez-vous besoin? On a besoin de vidéos. Je dis mais en fait vous n'avez pas besoin de vidéos, vous avez besoin d'obtenir un résultat. Est-ce que vous avez besoin de communiquer en interne? Est-ce que vous avez besoin de recruter? Quel est votre besoin? Donc en fait, ils ne comprenaient pas ma façon d'aborder le sujet. Et j'ai donc pris en exemple, en fait, le fait que sur la chaîne YouTube de la marque, il y avait une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, de vidéos faites par les ressources humaines
un partenariat qui leur avait été vendu, où on leur avait promis de leur faire de magnifiques vidéos qui allaient être formidables. Et donc il y avait une trentaine de vidéos RH sur la chaîne YouTube du groupe, qui avaient en moyenne entre 12 et 20 vues. Et là, j'expliquais à la directrice de recrutement, je lui dis, ça veut dire qu'en fait, à la DRH du groupe, il y a 80 personnes. Ça veut dire que même chaque collaborateur de la DRH n'a même pas regardé une seule fois une vidéo. Il y a 120 000 collaborateurs dans le groupe et vous faites des vidéos qui sont vues par entre 12 et 20 personnes. Donc, soit c'est pas le bon support, soit la vidéo n'est pas promue. Assurément, c'est pas un travail de communication. Donc en fait, vous vous faites plaisir en accumulant et en archivant des vidéos, et vous pensez que vous avez fait quelque chose d'utile parce que vous avez un outil réalisé, mais quel est le message à faire passer? À qui? A priori, à personne, si on touche 12 ou 20 personnes sur 120 000 personnes donc pour une communication interne, et pas davantage si c'est pour une communication externe pour recruter. Donc après, je suis passé pour celui qui refuse de faire des vidéos. Non, j'adore faire des vidéos, mais si le besoin s'y prête. Je suis tout à fait d'accord avec toi et quelque part c'est aussi ça la responsabilité du DIRCOM. C'est avec ses clients internes, la direction des ressources humaines en l'occurrence, savoir dire en fait tu n'as pas nécessairement besoin d'une vidéo, même si on t'a fourgué, pardon de l'expression, mais c'est la réalité, c'était ça dont il s'agissait, 12 à 15 vues par vidéo, t'imagines en plus en termes d'environnement ce que ça représentait. Sauf que celui qui avait fait la vidéo a dû aller voir 5-6 fois sa propre vidéo, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il restait 6 vues externes. Pour se dire que personne n'a vu ces vidéos, hein, on est bien d'accord. Coûter un petit peu d'argent parce que ça ne coûte pas 12 € vite fait, mais justement ce manager responsable, et là je vais parler du DIRCOM responsable. Et ça me permet juste de caser que le manager responsable, c'est comme un peu le manager engagé, mais le manager responsable, il doit être capable, il doit savoir dire non. Et donc moi, en tant que DIRCOM, là je dis non, mais en fait être capable de dire non, c'est aussi participer à la prise de décision. Je sais qu'un manager, ça doit décider tout le temps, et dire non, non pas par plaisir, mais dire non par nécessité, par responsabilité, ça fait partie du rôle du manager. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour faire avancer les choses. Et donc, en disant oui, en disant non, mais pas chercher à faire plaisir et pas chercher à fédérer tout le monde pour être tranquille quelque part. Parce que de toute façon, cette fausse recherche de tranquillité, il y a un moment, elle se paye. Elle finit toujours par te péter à la gueule. Il n'y a pas d'autre terme. Mais justement, en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que directeur communication, aujourd'hui en tant que dirigeant de Tenkan et associé chez Cogiteur, tu passes ton temps à dire non. J'exagère et je force volontairement le trait. Mais lorsque tu étais dans ces grands groupes, tu n'avais pas peur de passer pour monsieur pas cool, monsieur pas sympa, monsieur non? C'est exactement l'image que j'avais avant, pendant. Je passais pour le mec qui fait la police de la charte, la police de l'image, qui dit non à tout. Ça, c'est souvent l'image que j'ai pendant que je suis en fonction. Et puis, c'est quand je ne suis plus en fonction que après, on dit, dis donc, il était pas si mal. Mais dis donc, avec lui, c'était bien. Oui, mais avec lui, on avait beaucoup de médias. On avait beaucoup de retombées presse. C'est, en fait, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, il y a beaucoup de gens se rendent compte de ma valeur, mais quand je suis parti. Donc et souvent ça me revient, donc c'est plutôt agréable. Mais encore une fois, j'ai bien conscience que ma fonction n'est pas de me faire aimer. Et le manager, quand je dis, il est pas là pour plaire. Donc c'est aussi une facilité et c'est une fausse tranquillité que de chercher à plaire à tout le monde. Parce que en cherchant à plaire à tout le monde, finalement, quelque part, on plaît à personne. Et en tout cas, on remplit pas ses objectifs. Donc ma volonté n'a jamais été d'être bien vu, de faire plaisir et de plaire. Ma volonté, ça a toujours été de faire le boulot pour lequel j'étais recruté et payé, de donner satisfaction à mon patron, non pas en lui faisant plaisir ou en cherchant à lui plaire lui-même, mais en lui expliquant pourquoi je faisais tel ou tel choix quand c'était de mon autorité de choisir, ne pas non plus lui demander de choisir à ma place quand c'était de mon autorité de choisir, j'étais payé pour ça, de décider, pardon. Mais effectivement, on n'est pas forcément bien vu. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure, la fameuse pression dont je te parlais, mettre quelque part l'armure, faire en sorte qu'elle ne retombe pas sur tes collaboratrices et collaborateurs, sur ton équipe. Cette pression de ne pas être perçu comme monsieur sympathique, tout simplement. T'étais là pour faire ton job, t'étais pas là pour faire plaisir à tout le monde, c'est pas l'école des fans, l'entreprise. Comment tu as réussi, pendant toutes ces années, comment tu réussis encore à justement, tout simplement... vivre, c'est pas simple, Fred, ce que tu nous racontes là. Pour toi, c'est naturel. Alors, 35 ans de carrière et 35 ans d'expérience, pardon. Mais comprends que pour les plus jeunes qui nous écoutent, les mecs, ils doivent se dire, mais attends, c'est Iron Man.
Alors Iron Man, mais pas du tout. Iron Man de rien du tout. Non, mais je pense qu'il faut une certaine force de caractère, une certaine carapace. Donc peut-être qu'il s'acquiert aussi en partie aussi avec l'âge et l'expérience. Mais il faut pas non plus dresser un tableau ultra négatif. J'ai jamais eu le sentiment d'être ressenti comme un monstre ou comme le mec qui emmerde tout le monde. Et souvent, j'ai entendu dans mes équipes, ah bah oui, mais vous nous empêchez de faire ci, vous nous empêchez de faire ça. On a juste simplement fait notre boulot. Et tout à l'heure, tu me demandais quelle était la première chose que je faisais. Je disais, je faisais bonjour. Mais une des premières choses que j'explique dans mes équipes quand j'arrive, et je repense à l'exemple initial où j'évoquais mon arrivée chez Elior avec le tour sur la diversité qui n'existait pas. La première chose que je leur ai dit ce jour-là, et ça les a marqués, je leur ai dit, je vais vous apprendre à dire non. Parce que quand un service vient vous dire on est vendredi soir, il est 18h et il me faut un communiqué de presse pour lundi matin parce que c'est le sujet le plus essentiel de la boîte, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce sujet et donc il nous faut un communiqué de presse lundi matin, là je leur ai appris à dire non. Parce que la communication, en l'occurrence, on n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Donc si ça fait 6 mois qu'on travaille sur un sujet essentiel pour la boîte, c'est-à-dire que la communication, elle devait être associée avant. Et donc j'ai toujours dit à mes équipes, il y a un moment, il faut savoir créer l'incident pour faire en sorte que la fois suivante, les gens réfléchissent et sachent nous intégrer dans leur projet, dans les temps. Et donc ce que je leur ai appris en premier, quand je pense notamment à mon arrivée chez Elior, mais c'est souvent ça, c'est commencer par se faire respecter et donc savoir dire non. On n'est pas un guichet open service où chacun vient délivrer sa demande et nous, on n'a plus qu'à courir derrière pour les servir. C'est pas ça notre job, c'est pas ça le job de la com. T'as pas eu d'énormes conflits avec des gens qui se disent mais pour qui il se prend ou pour qui sa collaboratrice se prend avant, c'était pas ça? Alors j'ai rarement eu de conflit, ni mes collaborateurs parce qu'ils avaient mon soutien total et donc ils savaient que j'avais pas non plus, ils n'allaient pas être déjugés dans leur position. Parfois, j'ai dû demander d'être un peu plus diplomate, surtout d'être aussi pédagogue, parce que le nom doit être assorti d'une explication. C'est pas juste un nom brutal, mais c'est un nom qui doit expliquer le pourquoi du nom. Et moi-même, je savais que j'avais le soutien de mon patron, ce qui me conférait une autorité que je pouvais utiliser. Si vous n'avez pas le soutien de votre patron, vous n'avez pas d'autorité. Votre autorité, vous la tirez et de votre fonction, de votre nomination, mais du soutien et de l'assurance du respect de votre fonction par votre propre hiérarchie. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors justement, tu parles du top management, là, du numéro 1. Ton N+1, c'est le boss ou la boss. Comme tu le dis à l'instant même, si t'as pas la confiance, il se passe rien. Ou sinon, tu patines dans le meilleur des cas, ou pire encore, tu fais un burn-out et tes équipes font un burn-out. Et si ton patron est un manager toxique, et si il te dit un jour sur deux le contraire de ce qu'il t'a dit la veille, là, non seulement t'as pas sa confiance, mais en plus, tu es complètement déstabilisé. Donc, tu n'as aucune autorité, tu ne peux pas avancer, et généralement, ce type de personnage, quand tu vas avancer, il va te reprocher d'avancer, et si tu attends d'avoir son go pour avancer, il va te reprocher de ne pas avoir avancé. J'ai connu ça. Hein. Ah ouais? Bon, autant fuir. Donc, tu sais qu'en fait, quoi que tu décides, de toute façon, tu feras le mauvais choix, puisque on te reprochera toujours de ne pas avoir fait l'autre choix, quoi. Tu es parti au bout de combien de temps, justement, avec cette personne? 10 mois. 10 mois? Bah, dis non, c'est extrêmement long, 10 mois. Donc mais c'est au bout du 4e jour que j'ai su que je partirais. Que j'ai décidé que je ne resterais pas dans cette boîte-là. Mais il a fallu 10 mois pour partir. C'est pas si simple. Nécessité faisant loi. Mais justement, cette relation avec ton N+1, avec le dirigeant ou la dirigeante, comment tu as réussi et comment tu réussis à entretenir cette confiance et à la créer auparavant? Parce que il y a plein de DIRCOM qui justement ne sont pas nécessairement pris au sérieux. Tu le sais bien, malheureusement. Ils sont prévenus à la dernière minute. Hein. Ah ben tiens, tu me fais vite fait un petit truc. Ils sont pas pris au sérieux parce que c'est un métier de saltimbanque corporate, du bleu, du rouge, du vert, l'effet waouh. On va pas redire toutes ces choses-là. Mais comment toi tu as réussi à créer cette confiance absolue avec le COMEX et ou la direction générale, le numéro 1 ou la numéro 1? Mon sentiment, c'est que probablement mon passé de collaborateur politique a dû beaucoup m'aider. Quand on est un collaborateur politique, j'ai dirigé des cabinets d'élus dans ma première partie de vie professionnelle, il y a une forme de dévouement total à son patron ou à sa patronne. On est corvéable jour et nuit. On a même un statut qui fait qu'on est virable à tout moment. Donc quelque part, il faut rester à la hauteur
il y a un niveau d'exigence absolu. Donc encore une fois, je pense que ça s'apprend pas. On l'a en soi et peut-être qu'on le développe, mais voilà, ça relève plutôt de qualité personnelle. Et finalement, cet engagement, cette force au service de quelqu'un, et au-delà de la personne d'une cause, mais vraiment de quelqu'un, c'est plus qu'être un serviteur de l'État, c'est aussi être le serviteur d'une personne. Je pense que ces qualités et cette formation, ça joue un grand rôle dans la relation entre un DIRCOM et un dirigeant, et peut-être un manager tout court et son dirigeant, parce qu'il y a une proximité, il y a une complicité intellectuelle et même une forme d'intimité qui est instaurée par cette force de travail et relationnelle. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, d'autres fonctionnent différemment, d'autres n'ont pas ce parcours politique, donc il doit y avoir plein de façons différentes de fonctionner, mais je pense que cette grande force et cette grande proximité, et puis on sort toujours un peu du management en revenant sur la fonction de DIRCOM. La fonction de DIRCOM, c'est vraiment une fonction il y a comme une forte intimité dans le relationnel entre le DIRCOM et son dirigeant. Hein. Quand on va très tôt le matin dans un média, on n'a pas toujours la gueule bien éveillée et on sort du lit. Quand on rentre très tard le soir d'un dîner, d'un événement, et qu'un chauffeur vous ramène chez l'un, chez l'autre. Voilà, ça crée aussi une forme de relationnel que va moins avoir une personne dans la finance, dans un métier technique, dans la qualité, dans le juridique. Donc tout ça participe aussi à une proximité qui crée un lien de confiance et de complicité intellectuelle, professionnelle, mais aussi personnelle, qui fait que tout ça fonctionne de cette façon. Tu considères que le DIRCOM est au service de ses clients internes et en premier lieu le top management ou le numéro 1? Moi, je considère qu'il est au service d'abord de celui qui le recrute et qui le paie, mais au-delà de ça, il n'est pas à son service exclusif. Et être à son service, ce n'est pas chercher à le faire plaisir, c'est l'accompagner au mieux dans sa fonction de direction. Et donc le DIRCOM, il est au service d'un dirigeant ou de dirigeants, il est au service d'une entreprise, il est au service de marques, il est au service de services, offre de services, il est au service des collaborateurs, il est au service des clients. Donc il travaille pour tout l'écosystème autour de l'entreprise, mais avec une fidélité et une loyauté pour la personne qui le recrute et qui le paie. Le qui paie, pour moi, reste une notion très importante dans la vie professionnelle, parce que parfois on a tendance à se disperser, on a parfois même tendance à s'interroger ou à douter. Mais moi je me dis que si de temps en temps on se rappelle bien de qui vous paie, ça permet de remettre, si ce n'est les pendules à l'heure, en tout cas de savoir à qui on a une loyauté due. On est bien d'accord. Mais par exemple, quand tu travailles dans un grand groupe, tu vas être tu vas être invité à aller faire une conférence ici, à aller représenter l'entreprise là. Et il y a un moment, tu vas passer éventuellement plus de temps à faire des choses extérieures à ton activité professionnelle que ce pourquoi tu es payé. Alors parfois, ça va servir l'image de l'entreprise, mais parfois ça ne sert qu'à toi ou ça te fait plaisir, mais ça ne sert à rien à l'entreprise. Et peut-être qu'il y a un moment, quand tu dois faire un choix, tu dois quand même te rappeler qui te paie et pourquoi j'ai du temps et je peux me permettre de faire telle ou telle chose. C'est parce qu'il y a un salaire qui m'est versé et c'est quand même à celui qui me verse le salaire que je dois mon temps de travail. Je te remercie de rappeler cette vérité. Dans les grands groupes, les cadres ou cadres sup ont souvent tendance à vouloir tirer pour certains la couverture à eux, ou certaines, peu importe, ce côté ambassadeur et qui prennent très 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 au sérieux. C'est très bien de faire des conférences, c'est très bien de se balader à travers le monde et de représenter l'entreprise, bravo. Mais il y a un moment, il faut se rappeler que on bosse pas uniquement pour ça, ou sinon vous êtes payé pour ça. Et je fais partie de mon club de DIRCOM, de ma fédération de DRH, de mon club de directeur financier. Mais finalement, je passe beaucoup de temps à l'extérieur à me montrer, à m'exhiber, à prendre la parole. Mais en fait, je passe beaucoup plus de temps à construire ma carrière et mon image qu'à servir l'entreprise. Et donc, il y a un moment, il faut quand même se rappeler de qui vous paye, quoi. Merci, c'est fondamental. Et je parle aux petits patrons dont je fais partie et il n'y a absolument pas de mal à être petit patron parce qu'il y a 99% de TPE, de PME en France et nous sommes patrons de petites structures, toi et moi. Moi, je suis un tout petit patron. Exactement, pareil. Et il faut le faire comprendre. Ouais, c'est bien beau de parader, de se donner l'impression d'être important, mais il ne faut jamais oublier qui vous paye. Et ça, je le dis aux plus jeunes parce que c'est bien d'être un peu connu sur LinkedIn ou quelques réseaux sociaux, mais faites attention d'avoir la tête qui passe encore sous l'arc de triomphe.
en vous remerciant très cordialement. Bon, c'était le vieux boomer de patron que je suis depuis 15 ans qui vous le dit, mais comprenez-le, c'est très important et merci Fred de rappeler ces choses-là. Quand on est dans un grand groupe, c'est l'argent des autres, hein, donc c'est évidemment beaucoup plus confortable de parader dans ce cas-là. C'est étonnant, hein, t'as vu ça ? Ouais. C'est fou. Selon toi, Fred, un bon DIRCOM, c'est un bon manager ? Alors je pense qu'un bon DIRCOM, je sais pas si un bon DIRCOM c'est un bon manager, mais en tout cas un DIRCOM c'est un manager. Et donc ça doit remplir toutes les fonctions et avoir toutes les qualités d'un manager pour animer une équipe, par commencer pour la recruter, peut-être après pour bien se séparer des collaborateurs quand c'est nécessaire, pour animer, piloter l'équipe, pour attribuer des fonctions dans l'organisation, que chacun ait une fonction claire, pour recruter des personnalités, de mon point de vue, qui est force et différence, pour pouvoir vraiment avoir le plus de diversité et le plus d'originalité, de compétences et de visions différentes au sein de l'équipe, mais des personnalités fortes, mais qui doivent pas se cannibaliser ou qui doivent pas s'écraser les unes les autres. Donc faire aussi vivre toutes ces personnalités et ces différences. Donc c'est un rôle de manager absolument complet. Et le DIRCOM qui est un manager, c'est aussi un DIRCOM qui va beaucoup moins faire son travail de communicant, qui parfois va vouloir rester quand même attaché à certaines activités, mais qui va énormément devoir se consacrer à son équipe. Et ça, et comme tout manager, on doit abandonner une partie de notre cœur de métier pour consacrer beaucoup de temps à l'équipe. Quand je dis consacrer, encore une fois, c'est donner et non pas perdre du temps. Finalement, je trouve que c'est tout à fait normal. On va pas se mettre à faire, si on a une grande équipe, les réseaux sociaux ou les RP ou ci ou ça. On va pas se mettre à la place des autres. Il y a des patrons comme ça, tu sais, ou des patronnes qui veulent tout savoir faire. On n'est pas là pour tout savoir faire. Alors, on a effectivement pas besoin de tout savoir faire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est de connaître chacun des métiers. Mais on n'a pas besoin ou on n'est pas nécessairement capable de faire tous nos métiers. Moi, j'ai encadré ou dirigé plein de graphistes, mais je suis incapable de faire leur travail. En revanche, je sais ce que eux doivent être capables de faire, ce qui me permet de me projeter ou ce qui me permet de diriger l'artistique d'un événement, d'une création. Mais c'est eux qui vont savoir exécuter. Moi, je vais éventuellement aussi partager des idées, mais leur laisser aussi la liberté de ne rien s'interdire et de faire d'autres propositions, et puis après ce qui nous donnera un éventail de possibilités de choix au final. Ils ont ma vision, ils ont mon orientation, et puis ils ont aussi leur liberté de créer et de faire d'autres choses. Donc oui, il n'y a pas nécessité de savoir tout faire. En revanche, il faut connaître le métier de chacun. Là où je dirais pas exactement comme toi, mais c'est encore une façon de faire. Oui, on va pas faire et les relations presse, et le community management, et le graphisme, et l'organisation d'un événement, mais de temps en temps, se retrousser les manches et de se mettre avec son équipe et de faire les choses ou de les accompagner ou parfois d'apporter une valeur ajoutée que eux n'ont pas ou une expérience que eux n'ont pas, c'est bien aussi parce qu'il faut pas non plus rester enfermé dans son bureau si on en a un, ou en tout cas dans sa tour d'ivoire au milieu d'un open space parce que maintenant on est le patron et qu'on ne fait plus les choses, quoi. Je suis d'accord avec toi. J'ai toujours été très agréablement surpris quand mes managers, quand j'étais durant 11 ans salarié, mes managers se retroussaient les manches. Ils voulaient te filer un coup de main, souvent pour des événements ou des choses comme ça, des choses où on se dit ah ben tiens, il ou elle le fait, c'est vachement bien, parce que finalement c'est aussi ça, montrer de la considération aux équipes. Le fameux bonjour dont tu parlais, finalement c'est relativement similaire, je trouve. Oui, t'as raison, c'est très proche, mais si on prend l'exemple tes équipes vont monter pendant toute une nuit ou un week-end un événement, tu te pointes pas en costume cravate 5 minutes avant le début de l'événement pour constater que tout va bien et attendre les remerciements et les félicitations du travail de tes équipes. Non, enfin moi pour ma part, j'ai été là la nuit ou le week-end pour être à leur côté, pour filer un coup de main, quelle que soit la tâche, peu importe, mais en tout cas et aussi pour vivre le moment avec eux. Comment c'était pris par tes équipes justement ? Je sais pas comment ça a été pris parce que pour eux ils ont toujours vécu ça, donc ça leur a toujours paru normal. Donc voilà, mais c'est aussi une façon d'être, mais c'était notre façon d'être, donc voilà, pour mes équipes c'était normal. Enfin c'était normal parce que je considère ça normal et je leur ai jamais fait vivre autre chose. C'est vrai qu'il m'est déjà arrivé que dans des entreprises dans lesquelles j'arrive, certaines équipes soient étonnées ou des collaborateurs me disent mais tu vas faire ça, tu fais ça avec nous, le ou la précédente ne le faisait pas. Mais on s'intègre très vite et les gens trouvent ça tout de suite très vite normal, il y a pas de souci. Et justement, ma dernière question,
elle n'est pas facile. Tes équipes ont toujours été très attachées à toi. Et pas uniquement parce que tu en as amené certaines d'une entreprise à l'autre. On pense à Biboun, c'est-à-dire Anne Babkin. Alors, on va dire que Anne Babkin, que tu as rencontrée donc chez Elior, je pensais que tu l'avais rencontrée avant, tu vois, ou ailleurs plus exactement. Anne Babkin a quitté le métier, elle est devenue Biboun. Entrepreneuse. Et quelle entreprise? De la restauration. Biboun, est-ce que tu peux donner l'adresse? Parce que sincèrement, on y mange extrêmement bien. Biboun, c'est un coffee shop, un peu le coffee shop idéal, le cocon dans lequel on se sent bien, et c'est rue du Cherche-Midi. Exactement, dans le 6e arrondissement. Allez-y, c'est très très bon. C'est absolument délicieux. C'est une cuisine faite maison. Et qui c'est qui cuisine? Eh ben justement, c'est Anne. C'est Anne Babkin. Eh ben voilà, donc la DIRCOM, la RSE et tout ça, eh ben finalement, madame, elle a changé de métier, elle a changé de voie, mais je crois qu'elle en avait envie depuis très longtemps. Hein. C'était après un MBA aux États-Unis, après une carrière de directrice marketing pour de très très grandes marques, elle a eu envie de servir le client en direct, et à 62 ans, elle s'est remise aux études, elle a passé un CAP de cuisine, puis une formation de pâtisserie, puis elle a fait un stage dans un restaurant avec des jeunes où elle a fait plein de conneries, où elle s'est fait engueuler, mais où elle voulait voir si c'était vivable et tenable, et puis elle s'est dit que c'était vraiment ce qu'elle avait envie de faire, et voilà, c'est comme ça qu'elle arrive à ouvrir son propre coffee shop dans le 6e arrondissement à Paris, et qui a une clientèle d'habitués, voilà, qui fait un carton, mais parce qu'elle le mérite, et parce qu'elle sert ce qu'elle sert le mérite aussi. Oui, et puis que c'est bon, que le service est de très 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 haut niveau. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il y avait dans l'assiette, de l'entrée au dessert, c'était délicieux. J'ai pris un excellent thé, mais bon, bref, c'est vraiment très très intéressant. Mais donc, vous allez chez Biboun, rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement, vous allez trouver. Et justement, Anne Babkin, donc Biboun, c'était son surnom, si je dis pas de bêtises, par sa grand-mère. Surnom que lui donnait sa grand-mère ou sa mère. Alors, Biboun fait partie de ton équipe, si je puis dire. En tout cas, fait partie de ton équipe, au même titre que la grande blonde Agathe Veil ou Monsieur Mama, c'est-à-dire Fawaz Mama, que j'embrasse tous les deux. La grande blonde, le grand noir, il y en a toutes les couleurs pour tout le monde. Exactement. Tes équipes ont toujours été très 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 attachées à toi. C'est quoi tes secrets de manager? C'est ma dernière question. Je sais qu'elle est ultra hardcore parce que c'est naturel chez toi. Je sais qu'elle est difficile. Mais c'est quoi qui a fait que les gens qui ont tous travaillé avec toi, en fait, ne tarissent pas d'éloges à ton égard? C'est quoi tes secrets de manager? Alors c'est l'objet d'un de mes livres, mais c'est peut-être simplement le goût des autres, quoi. Si les gens sont attachés à moi, c'est parce que je suis attaché à eux, et cette relation authentique et simple a dû faire que on prenait un plaisir mutuel à travailler ensemble, et avec une envie de toujours travailler ensemble et de ne jamais se séparer, quoi. Et on est bien d'accord parce que ça ne peut pas être plus vrai. Je sais certaines choses, chers auditrices et auditeurs. Et Fred est un homme fidèle et ses équipes lui sont fidèles. Et je leur suis fidèle aussi. Ben, on est bien d'accord. Je te remercie, Fred. On a parlé communication, on a parlé management. Je crois que nos auditrices, auditeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à un moment ou à un autre, vont être confrontés soit à des managers toxiques, soit des managers formidables, ou des managers du quotidien dont on n'a pas parlé. Mais justement, je préfère laisser celles et ceux qui nous écoutent aller acheter ton livre, une 15aine d'euros. On a mis un lien dans la métadescription, donc allez-y. Vous pouvez le demander également en physique, dans une Fnac. Dans beaucoup de librairies, dans certaines Fnac. Les Fnac ont la liberté de mettre en rayon ou pas les livres, donc il n'y a pas de politique générale, mais en tout cas, dans leur stock, tous mes livres y sont, et donc s'il n'est pas en rayon sur commande, il arrive dans les, je crois, 24 heures, très rapidement dans chaque Fnac, en France et à l'étranger. Oh là là, félicitations. Et Dieu sait si en Afrique ça cartonne, n'est-ce pas? En Afrique notamment, mais quand je parlais, je pensais à l'étranger. Non, africain, où effectivement, ça se vend pas mal aussi. Monsieur a ses fans, et c'est Monsieur Fred là-bas. Mais en tout cas, Fred, je tiens à te le dire, ce livre, ce 8e livre, est extrêmement engagé. Pas uniquement pour des histoires de diversité finalement, parce que moi ça me parle, parce que je suis issu de la diversité comme on dit pudiquement, mais je trouve qu'il est très 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 engagé, et je trouve ça très intéressant justement qu'un grand DIRCOM, aujourd'hui entrepreneur, mais finalement on reste toujours DIRCOM, même quand on monte sa boîte, justement qu'un grand DIRCOM
sois un vrai manager et non pas quelqu'un qui parade ou tu sais qui va justement dans des clubs de DIRCOM pour dire à quel point il est formidable et si et ça. Non, tu es un vrai DIRCOM, un vrai manager, quelqu'un qui aussi se retrousse les manches, hein, tu l'as dit, pour des événements. Monsieur fait son café lui-même et son thé lui-même. Bref, je crois qu'il faut que vous compreniez... Ce qui ne relève pas d'un exploit incroyable. Alors pour certaines personnes, si, je tiens à te le dire, si. Mais c'est tout à ton honneur et je trouve ça normal en effet qu'on fasse son café soi-même. Je vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous assiste pour faire ce genre de choses-là. Mais encore une fois, merci d'avoir montré la voie parce que je crois, chers auditrices, auditeurs, que vous les plus jeunes, grâce à Fred, vous allez pouvoir remarquer qui est manager ci ou manager ça, toxique, manager protecteur, manager au quotidien évidemment, manager engagé, manager responsable. Donc, allez acheter le bouquin, sincèrement, et si je l'ai offert à ma femme, c'est pas pour rien. Et Dieu sait si je n'offre pas nécessairement des livres comme ça à ma femme. Hein. Donc, je lui offre plutôt des BD. La seule chose qu'elle comprenne. Oh là là, c'est abominable, je vais te la couper celle-là, quelle honte. Excuse-moi Isa, je t'aime. Mais non, trêve de plaisanterie, c'est un livre à acheter. Et je pense que tous les étudiants, quels qu'ils soient, devraient l'avoir dans leur bouquin. 15 €, ils vont y arriver. Hein. C'est le prix d'un McDo. Hein. On le trouve aussi à disposition dans certaines bibliothèques. Hein, donc, on peut aussi le consulter pour ceux qui visitent les bibliothèques. Ton bon cœur te perdra. Merci encore, Fred. Et puis, je te dis à très très vite. Et puis, il me semble que tu as fait un épisode avec Monsieur Grimaud. Alors, j'ai effectivement commis cet échange avec Florian Grimaud qui est déjà paru, mais j'ai aussi fait un décodeur de la com avec Florian, où nous avons abordé très spontanément, c'est presque une prise en live, nos connaissances partage et expériences de l'achat média et de la façon dont on a eu cette expérience, chacun de façon très différente dans notre vie professionnelle, et ça c'est peut-être apparaître prochainement. Exactement, quel talent. Merci à toi Fred. Je vous le conseille, allez très très vite acheter, que ce soit dans une librairie, ce qui est top, ou sur Amazon ou un autre site. Sur Fnac.com, sur Studirama.com, sur tous les sites en ligne. Exactement, vous avez un lien de toute façon dans la métadescription. Mais l'élégance n'est pas une option. Rappelez-vous de ce titre lorsque vous serez manager. Et l'élégance surtout, c'est un défi de chaque instant au quotidien. C'est un défi, je ne suis pas certain que malheureusement ce défi soit réussi au quotidien par tous les managers, hélas. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on a plein de reprises tous les jours, plein d'occasions de pouvoir être élégant ou parfois de passer à côté. Et donc c'est pour ça que c'est un défi du quotidien. En somme, ne ratez pas une occasion d'être élégant, s'il vous plaît. Ciao, ciao Fred. Au revoir Laurent.